Parfait. Ouais, super. Bon, on attaque à l'heure alors. Bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre un petit peu de votre temps pour nous écouter aujourd'hui. Je m'appelle Manon, je suis chargée des partenariats et je travaille aussi sur la question de l'internationalisation chez Open Food Facts. Et donc, on est vraiment ravis de vous voir nombreux aujourd'hui pour notre webinaire. Particulièrement ravis parce que c'est la première fois qu'on fait un webinaire spécifiquement pour la communauté de chercheurs. Donc, on est super contents. Ça fait plusieurs années qu'on observe de nombreux usages faits des données d'Open Food Facts de la part des chercheurs. Donc, soit pour étudier les impacts de l'alimentation sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Et voilà, jusqu'à présent, on n'avait pas forcément d'espace dédié pour favoriser ces échanges. Donc, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Comme l'a dit Pierre, le webinaire sera enregistré, donc pas de panique sur la prise de notes. On vous enverra tout ça d'ici quelques jours. On va vous partager aussi un petit document dans le chat pour que chacun puisse expliquer un petit peu son nom, prénom, profession, organisation, pour qu'on puisse ensuite prendre contact avec vous et mieux vous connaître. Donc, Pierre, n'hésite pas si tu veux mettre le petit lien dans le chat. C'est fait, vous n'avez normalement pas besoin de compte pour pouvoir l'éditer. Ah, super. Super, super. Donc, on va passer la prochaine heure ensemble. On va vous parler donc du projet Open Food Facts, ce qu'on y fait, pourquoi. On va vous parler de données, donc quel type de données on collecte, comment cette donnée est structurée et comment ces données sont réutilisées par plein de chercheurs dans le monde entier. Ensuite, Charles vous présentera un peu plus en détail le programme Open Food Facts pour la science. Et on finira par une session de questions-réponses. Donc on espère pouvoir dédier une vingtaine de minutes aux questions. Donc voilà, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'échanger avec vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels. Les chiffres ne font jamais de mal. Donc, pourquoi l'alimentation, pourquoi on s'intéresse à l'alimentation et pourquoi on considère que c'est un enjeu de taille. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui sont considérées obèses. Et à l'échelle de l'Union européenne, on compte un enfant sur 3. Donc c'est énorme et malheureusement, les tendances ne vont pas forcément dans le bon sens parce que d'ici à 2035, il y aura un peu plus de 4 milliards de personnes qui pourraient souffrir d'obésité. Donc non seulement l'impact sur la santé, mais aussi l'impact sur l'environnement avec un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'alimentation et d'autres petits chiffres. On enverra également les slides si vous voulez revoir ces sources. Donc voilà pourquoi on s'intéresse à l'alimentation. Et donc Open Food Facts, donc qui sommes-nous? On a créé, nous, cette base de données collaborative sur les produits alimentaires. Donc une base de données qui est créée par tous et pour tous, donc un petit peu sur le modèle de Wikipédia où tout le monde peut contribuer. Donc on existe depuis 2012, on est une association loi 1901 et une des valeurs fortes du projet, c'est qu'on est strictement indépendant de l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on est très fiers d'avoir une grosse communauté autour de nous. C'est aussi une spécificité du projet. Depuis 2012, donc des contributeurs du monde entier nous aident à développer cette base de données et à l'améliorer chaque jour. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, que ce soit en termes de base de données ou de logiciels, c'est open source et open data. Parce que voilà, on est convaincu que ces informations de base essentielles devraient vraiment être accessibles à tout le monde et réutilisables par tous. Notre mission, c'est vraiment donner à chacun du pouvoir d'agir, les moyens d'agir grâce aux données, grâce à la donnée, donc permettre à la fois aux consommateurs, aux producteurs, au gouvernement, aux politiques publiques
aux gens qui organisent les politiques publiques, hein, et également aux chercheurs, hein, on est là aujourd'hui pour ça, à la fois de mesurer tout ce qui peut avoir trait à l'alimentation, aux produits alimentaires, et changer à grande échelle l'impact de l'alimentation sur notre santé et sur la planète. Aujourd'hui, on se dit souvent une base de données de big data de l'alimentation, et ça change quand même beaucoup de choses. On le verra plus tard, notamment pour la recherche. Ça, c'est un schéma aussi qu'on aime bien proposer dans certains pays, et c'est de plus en plus de pays dans le monde. On a réussi à créer ce qu'on appelle le cercle vertueux de la transparence alimentaire. C'est-à-dire que quand on a un certain volume de données, si on démarre par les données tout en haut, eh bien ces données-là, ce volume de données, il permet des usages à travers des applications mobiles, et également des connaissances scientifiques. Ces connaissances scientifiques, ces usages, ils créent des connaissances, un apprentissage. Donc, ils créent des usagers, des producteurs et des scientifiques plus éclairés grâce à tous ces usages, à toutes ces recherches. Cet apprentissage lui-même conduit à un meilleur engagement du public, avec des contributeurs plus nombreux et plus sensibles, qui à leur tour créent plus de données. Et donc ce cercle, il fonctionne vraiment très très bien dans certains pays et dans de plus en plus de pays, avec maintenant un nombre de contributeurs tellement important que quand un nouveau produit apparaît sur le marché, par exemple, il est rentré très très rapidement dans la base. Et dans certains pays, comme par exemple la France où nous sommes nés, on répond à 99,5% des scans qui sont effectués par l'application mobile Open Food Facts. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, au bout du bout, donc à la fois il y a cette logique de cercle, mais il crée des produits qui sont plus sains et moins impactants pour l'environnement, parce que ce cercle vertueux, il joue à la fois sur la demande, c'est-à-dire avec des gens qui sont plus sensibles à des produits de qualité, mais il joue aussi sur l'offre. C'est-à-dire que des producteurs qui aussi ont envie de mieux faire et ont les données du débat qui sont consultables, notamment via Open Food Facts, et ben, ces producteurs, ils ont envie petit à petit d'offrir des meilleurs produits, et petit à petit s'améliorent. Suivante, voilà. Quelques chiffres qu'on a l'habitude de donner. Alors d'abord, le nombre de produits qu'on a en base pour le monde entier, c'est 3,8 millions de produits. Pour la France, c'est plus d'1 million. Il y a beaucoup d'autres pays francophones aussi où on commence à voir à peu près plus de 100 000 produits au Canada, à peu près 100 000 en Belgique. Pareil, je crois que ça doit être de l'ordre de 80 ou 90 000 en Suisse. Voilà, dans un certain nombre d'autres pays francophones, on est aussi très présent. Le site, il est disponible factuellement dans plus d'une centaine de langues. Alors, il y a plus de 40 langues qui sont vraiment bien traduites, plutôt bien traduites, donc où le site est vraiment utilisable dans la langue, moyennant évidemment modulo parfois quelques petites pétouilles. Mais on a une équipe de traducteurs hein, qui travaille là-dessus, d'ailleurs, dont Pierre a la charge. Plus de 80 000 contributeurs dans le monde. Un chiffre qui est aussi important, c'est celui de 350 producteurs engagés qui partagent des informations sur les produits. Aujourd'hui, par exemple, là encore, je donne l'exemple de la France, des gros producteurs comme Carrefour, alors pour leurs produits propres, hein, Carrefour, Intermarché, Système U, ces gens-là nous poussent leurs données parce qu'ils ont envie de participer à ce mouvement de transparence. Et évidemment, c'est très utile à tout le monde. 600 articles scientifiques qui mentionnent Open Food Facts, on y reviendra, et à peu près 3,5 à 4 millions de visiteurs uniques mensuels. Voilà, alors, quels usages de nos données dans la recherche? Alors, de quoi parle-t-on d'abord? D'abord, il y a les données brutes, grosso modo, tout ce que vous allez pouvoir observer sur l'emballage.
on incite régulièrement nos contributeurs à prendre des photos de la totalité du produit. Même parfois dessous, par exemple, vous pouvez avoir des symboles comme le plastique qui est utilisé pour la fabrication de l'emballage, qu'on va lui-même essayer de détecter ou que des contributeurs vont pouvoir entrer. Donc, vraiment, on incite les gens à photographier la totalité du produit. Et sur la totalité de ce produit, il y a des dizaines d'informations. Donc, si vous êtes dans ce webinaire, c'est que j'imagine que vous devez déjà connaître un petit peu, en grande partie, beaucoup de ces informations. Donc, évidemment, le code barre, le nom du produit, la quantité, catégorie, poids, marque, etc., etc. Les très nombreux labels et certifications qu'on essaye là aussi de reconnaître soit manuellement via nos taxonomies, soit également avec l'aide de nos intelligences artificielles. Le pays et les magasins où sont vendus les produits. Les prix, c'est nouveau depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. On a la possibilité d'entrer des prix via l'application mobile ou via une API spécifique, évidemment, qui vont intéresser évidemment plus particulièrement les usages scientifiques, les valeurs nutritionnelles, les listes d'ingrédients, les portions, etc., etc. Voilà, en tout, c'est plus de 150 champs. Donc ça, c'était des données brutes, mais on calcule aussi beaucoup de données. Alors ça, vous l'avez remarqué, on calcule le Nutri-Score. Le Nutri-Score, ici, à peu près tout le monde doit normalement le connaître. Peut-être pas nos amis canadiens qui assistent au webinaire. Donc c'est le score en Europe qui a été adopté officiellement par 7 pays, qui est né en France, qui est d'ailleurs né un peu grâce à Open Food Facts, parce qu'on a participé à son élaboration, on y reviendra. Le Green Score qui mesure l'impact environnemental des produits. Les groupes Nova qui mesurent le niveau de transformation des produits. Ça aussi, c'est quelque chose, j'imagine, que vous devez connaître, donc qui est un score qui va enfin, on a 4 groupes de 1 à 4, à la suite de travaux d'une équipe de recherche brésilienne, animée par le professeur Montero. Et puis, on calcule aussi d'autres choses. Par exemple, on fait une analyse fine de la liste des ingrédients. Donc, l'analyse de la liste des ingrédients, on extrait de cette liste des ingrédients, alors évidemment tous les ingrédients, les additifs, on en fait une analyse pour savoir si le produit est végétarien ou vegan, s'il contient de l'huile de palme. On estime également le pourcentage de chaque ingrédient. Donc ça, c'est un projet qu'on mène depuis plusieurs années. On a déjà des résultats qui sont satisfaisants et on est en train d'améliorer ce calcul, cette estimation du pourcentage des ingrédients. On calcule aussi, on analyse le risque de surexposition à certains additifs à partir des rapports de l'organisme européen, l'EFSA. Voilà, et puis on va donner éventuellement des messages éducatifs en contexte. Alors ça dépend un peu du pays où vous êtes. Par exemple, en France, on va essayer de mettre en avant les recommandations du PNNS. Pour inciter, par exemple, à consommer plus de légumes secs ou de fruits secs ou de fruits, etc. Et puis, une autre chose aussi qui est calculée, c'est que tous les champs bruts qui ont été collectés, on essaye de les normaliser à des fins comparatives. Donc, par exemple, typiquement, la liste des ingrédients. Cette liste des ingrédients, il y a certains ingrédients qu'on va appeler de façon différente selon les pays, même parfois selon les régions. Et donc, du coup, cet ingrédient, on va, grâce à un gros travail de taxonomie, que nous avons mené depuis maintenant une quinzaine d'années, donc on va en donner une forme qui va être identique pour tous les pays et pour toutes les langues, et ce qui va permettre des comparaisons entre les centaines de milliers de produits de la base. Voilà, alors ici quelques chiffres encore. Alors là, j'ai donné le chiffre d'hier, je n'ai pas regardé aujourd'hui. 3 855 901 produits.
on a environ 1500 nouveaux produits chaque jour qui sont entrés dans la base de données. C'est un chiffre un peu vertigineux, mais ça vous donne un petit peu une idée à la fois du nombre de contributeurs qui viennent, qui participent au projet. Ça donne une idée aussi du nombre de produits qui sont créés dans le monde chaque jour. Alors, est-ce qu'il y a 1500 produits qui sont créés par des fabricants chaque jour dans le monde? Peut-être pas. Il y a beaucoup de pays qui rattrapent, entre guillemets, leur retard, c'est-à-dire pour lesquels on a besoin de rentrer déjà la totalité des produits existants sur le marché. Mais voilà, ça vous donne quand même un petit peu une idée de la croissance très rapide à laquelle on est. Sur ces 3 850 000 produits, on calcule 1,3 million de Nutri-Score, 925 000 Green Score et 980 000 Nova. Et puis vous avez une petite répartition aussi par pays. Donc la France, qui est le pays où est né historiquement Open Food Facts, concentre évidemment le plus grand nombre de pays. Mais vous voyez que vous avez beaucoup de pays maintenant qui sont avec plus de 100 000 produits. Les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Canada. Et puis suivent voilà, quelques pays. Donc la Suisse, vous voyez, 97 000 produits. Juste après, on ne le voit pas, mais c'est la Belgique. Je ne sais pas pourquoi nos amis belges sont cachés. Ça, c'est vraiment dommage dans dans le graphe. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Alors, généralement, plus il y a de produits dans un pays, plus on atteint ce cercle qu'on a vu tout à l'heure, et plus on obtient un chiffre qui tend à devenir stable parce qu'on a atteint le nombre maximum de produits qu'on peut atteindre. Je reprends la main. Donc, n'hésitez pas à me dire si la présentation saute à nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe. Je fais rien de mon côté, en tout cas, mais je le vois pas se dérouler. Donc du coup, en plus de toutes ces données-là, dont Charles vient de nous parler, on a aussi un peu plus de 8 millions de photos sur Open Food Facts. Donc là, on parle de photos des images de face du produit, mais aussi des images donc sous tous les angles, avec des images de liste d'ingrédients, des images de tableaux nutritionnels. Et donc toutes ces images, aujourd'hui, à l'heure de l'IA, elles sont très, très précieuses puisqu'elles permettent d'entraîner des modèles. Et donc, notamment, récemment, elles nous ont été utiles pour construire un modèle qui est capable d'extraire des données textuelles à partir d'images, ou bien de détecter les logos sur les produits, ou les labels aussi. Charles parlait de la grande panoplie de labels qu'on a sur Open Food Facts. Et donc ça peut aussi permettre d'analyser des allégations sur les produits. Il y en a de plus en plus et il faut être vigilant. Et donc toutes ces images, tout comme le reste de la base de données Open Food Facts et de tout ce qu'on produit, sont bien sûr en libre accès. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour vos projets aussi. Du coup, on rentre dans le vif du sujet, donc sur la réutilisation d'Open Food Facts, comment les chercheurs s'emparent de la base de données. Donc depuis ces dernières années, on essaie de passer en revue un peu régulièrement toutes les études de recherche qui sortent et qui mentionnent Open Food Facts. Et donc ce qu'on a trouvé est assez encourageant. On a fait un petit tableau sur la gauche. Donc on voit que dans au moins 17 études, Open Food Facts est essentiel à l'étude. Donc il représente vraiment le cœur de l'analyse. Il y a 21 études pour lesquelles c'est une source importante. Donc tout ça additionné, ça fait presque 40 études qui reposent donc fortement sur Open Food Facts. On est hyper heureux de ça. Et au-delà de ça, il y a encore un peu plus de 400 études qu'il faut qu'on analyse, mais donc qui mentionnent Open Food Facts. Donc on a encore un petit peu de travail pour analyser l'importance dans laquelle, dans la mesure dans laquelle Open Food Facts est utilisé pour l'étude. Sur la partie de droite, donc deux études intéressantes. La première, donc de l'équipe du professeur Serge Erkberg avec les rennes. Donc, comme le disait Charles tout à l'heure, c'est un projet dans lequel on a été très impliqués, notamment dans la phase de test de la méthodologie du Nutri-Score. Donc, l'objectif était justement de confronter la méthodologie du Nutri-Score
à des millions de produits pour voir notamment comment se comportait ce score Nutri-Score et essayer de s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec 90% des produits Nutri-Scorés A ou Nutri-Scorés E, mais d'avoir quelque chose de robuste et qui soit un peu plus harmonieux en fonction des catégories des produits aussi. Et donc les travaux du professeur Montero avec la classification NOVA qui mentionne également la base de données Open Food Facts. Suivant Pierre, s'il te plaît. Voilà 2 autres exemples pour vous montrer un petit peu l'étendue en termes de type d'études, de ce qui peut être fait. Donc une étude de l'ERN avec Mathilde Touvier, donc qui depuis 2009 travaille avec un projet passionnant. Ils suivent une cohorte de un peu plus de 170 000 participants. Et donc ils étudient les habitudes de consommation de ces participants et mettent en relation leur état de santé. Et donc ils utilisent Open Food Facts pour avoir des informations un petit peu plus précises sur les produits consommés. Et donc dans ce contexte, ils ont notamment pu découvrir que certains émulsifiants étaient associés à un risque accru de cancer. Donc c'est des avancées pour la recherche qui sont assez significatives et dont on est très, très fiers de pouvoir contribuer. Une autre étude, cette fois, aux États-Unis, à Boston, du Minekti Lab. Donc eux travaillent sur l'entraînement d'un modèle de machine learning qui est capable de prédire le niveau d'ultra-transformation des produits. Et donc pareil, ils ont utilisé Open Food Facts pour tester le modèle. Donc voilà, c'est simplement quelques exemples, mais en parcourant le web, vous trouverez certainement d'autres exemples concrets. Là, on s'est amusé à lancer une petite recherche sur Google Scholar, que vous connaissez certainement. Et donc, en tapant Open Food Facts, on a presque 900 résultats. Et il y a de nouveaux chaque jour. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de tout identifier. Mais en tout cas, on est, nous et la communauté, on est toujours ravis de voir ce qui peut être fait au niveau de la recherche. Et donc, pour continuer d'accroître notre impact à l'échelle du monde, on travaille avec différents partenaires, des universités, des associations de consommateurs, des agences de santé publique aussi. On est vraiment ouvert au dialogue avec tous les acteurs qui s'intéressent à l'alimentation. Sur cette petite carte, donc on voit quelques-unes des institutions avec lesquelles soit on est en contact, soit on a déjà travaillé avec. Et donc l'objectif, c'est de continuer à tisser ce réseau et à rendre service à un maximum d'organisations dans le monde. Donc on est très ouvert à tout type de collaboration. C'est d'ailleurs l'objet de ce webinaire, de discuter, de se rencontrer pour favoriser les avancées au niveau de la recherche alimentaire. Alors jusqu'à présent, on s'était adressé un peu aux scientifiques, aux personnes qui effectuent des recherches de façon un peu ponctuelle ou sur des opérations un peu ciblées. Voilà. Et donc, notre objectif ces prochaines années, c'est d'essayer de vraiment beaucoup mieux adresser ce travail avec les scientifiques plus systématiquement autour d'un certain nombre de propositions qu'on va vous détailler. Pierre, merci. Alors, d'abord, il y a l'existant, qui souvent n'est pas très bien connu des chercheurs. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'outils sur le site qu'on dit être sur étagère. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rien du tout pour y accéder. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte pour la plupart de ces outils. D'abord, il y a ce système de facettes qui est vraiment très intéressante.
quand vous allez sur la page d'accueil du site, vous allez voir, c'est le petit extrait que nous avons mis en haut à droite de cette dia, ce bouton Explore Products By, donc qui est en français quand vous avez l'interface en français. Et là, vous pouvez segmenter la base de données par pays, par groupe Nova, par Nutri-Score, par marque, par étiquette, par ingrédient, etc., etc. Vous avez comme ça plus d'une trentaine de facettes qui existent et qui sont disponibles pour vous et qui vont vous permettre de justement faire une espèce de sélection de la base de données. Et vous pouvez actuellement combiner deux facettes l'une avec l'autre, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez demander le Nutri-Score moyen dans un pays, typiquement. Ou alors, vous allez pouvoir demander les produits de telle catégorie qui contiennent tel ingrédient. Voilà. Et donc, avec ce système de facettes, vous allez obtenir automatiquement la liste de tous ces produits. Ensuite, le deuxième outil qui est très important pour les chercheurs, c'est la capacité de pouvoir importer nos données dans vos outils statistiques, dans vos outils de recherche. Et donc, pour ça, on a des très nombreux exports. Donc, on a un export de la base MongoDB qu'on utilise en production. On a une version en JSON-L, donc ce sont des formats d'export techniques, hein, mais que vos informaticiens comprendront très bien, ou vous-même. Le format CSV qui est un peu plus connu, le format Parquet également, qui est l'équivalent du CSV, mais en beaucoup plus efficace. Voilà, donc ces nombreux exports, ils vont déjà vous permettre de facilement réutiliser nos données. Alors quand je dis facilement, ça s'ouvre pas dans Excel, hein. Il faut être clair. Aujourd'hui, une base de données avec bientôt 4 millions de produits, même avec une très grosse machine, c'est compliqué à ouvrir dans un tableur. Il vous faut des outils, d'où ces formats techniques qui vont vous aider à réimporter nos données dans des outils, par exemple dans vos outils statistiques comme Stata ou SAS ou bien le R ou autre. Voilà, ces outils-là vont pouvoir consommer facilement ces données-là. Ensuite, vous avez une plateforme qu'on a appelée Mirabel, qui est un outil qui vous permet d'effectuer des requêtes complexes sur la base de données à partir de l'export CSV. Donc, les données sont remises à jour quotidiennement. Et puis, chose intéressante dans l'outil Mirabel, vous avez également une version de la base de 2021 et une autre de 2023. Et donc, vous pouvez comparer les données d'aujourd'hui avec ces deux versions de la base un peu plus anciennes qui vous permet d'analyser éventuellement un peu l'évolution des produits. Pierre, par contre, tu as dézoomé, là, on ne voit pas très bien la présentation, merci. Ensuite, vous avez également une donnée qui est importante. Non, si tu veux revenir en arrière, Pierre, qui est souvent mal connue. Voilà, c'est la capacité à filtrer les erreurs qu'on détecte sur les produits. Aujourd'hui, donc, on a plus de 218 points de contrôle sur tous les produits. Et quand on détecte un problème, on remplit un champ qui concerne les erreurs qualité. Donc, si vous voulez travailler à partir d'une base de produits qui exclut ces erreurs qualité, vous allez pouvoir vous servir de ce champ-là pour facilement les exclure. Alors, notez quand même au passage que les erreurs qualité, aujourd'hui, on est à moins de 4% de problèmes qualité. Alors, le problème qualité, c'est très large, hein. Ça peut être effectivement un problème dans les nutriments, ça peut être un problème de pourcentage d'ingrédients, ça peut être des choses qui sont vraiment très variées et dont certaines, par exemple, n'impactent pas les études que vous allez mener. Voilà. Ensuite, on a un indicateur de complétude des données, la possibilité également de faire des graphes rapides. Ça, c'est aussi
souvent une fonctionnalité qui est mal connue. En haut à gauche, sur la page d'accueil du site, vous allez avoir un menu, ça y est, j'ai oublié son nom. Je vais quand C'est même le aller menu en haut à gauche, dans la Oui, barre noire que vous trouverez en haut du site. voilà, donc c'est Graphs and Maps en anglais et en français, j'ai oublié, je vais quand même aller Et jeter un ça petit doit coup être d'œil. graphique avancé. Voilà, c'est ça, graphiques et cartes. Donc là, vous avez un outil qui va vous permettre de comparer, par exemple, pour une catégorie de produits, le Nova et le Nutri-Score. Enfin, vous allez pouvoir observer tout un tas de phénomènes. Et puis, on a aussi depuis quelques mois maintenant un partenariat avec Hugging Face qui en fait, sur lequel on publie notre export Parquet quotidien et qui va vous permettre, par exemple, de jouer des scripts en R, en Python ou dans d'autres langages qui vont faire des analyses sur les données directement à partir de Hugging Face. Donc sans avoir d'environnement de développement, ce qui va vous permettre de faire des analyses statistiques. Voilà. Alors, que deviennent les erreurs détectées? Vous faites très bien de poser cette question et j'y répondais maintenant. En fait, on a une équipe d'une cinquantaine de personnes chez les contributeurs Open Food Facts qui, tous les jours, corrigent des produits. Donc, le pourcentage d'erreurs, il est en baisse régulière. On était à un peu plus de 6% il y a 3 ans. Et on a déjà beaucoup gagné puisqu'on est à un peu moins de 4% maintenant. Et donc, cette baisse, elle se poursuit. Chaque jour, il y a 50 personnes qui reçoivent un mail leur proposant de corriger 3 produits au hasard. Et puis, il y a des gens qui aussi corrigent des listes d'erreurs et qui vont s'attaquer à tel ou tel sujet. Le gros avantage étant que si vous voulez passer de moins de 3% de non-qualité à 0%, ces systèmes de flag vous permettent de supprimer tous les produits où on a le moindre doute sur la qualité de la donnée. C'est ça. Dia suivante, Pierre, s'il te plaît. Alors, toujours sur étagère, une chose qui est importante, c'est que nous, tout ce que nous fabriquons, tout ce que nous produisons est publié en open source ou en open data ou en open content. C'est-à-dire que tout ce qu'on publie est libre d'usage, sous condition de respecter tout de même les licences qu'on utilise. Mais c'est des choses que vous pouvez réutiliser complètement gratuitement. Et surtout, tout ce qu'on produit est immédiatement disponible à toute fin et à tout projet. C'est-à-dire que quand une équipe, par exemple, on est régulièrement et de plus en plus embarqué dans des projets de recherche, quand on améliore, par exemple, l'outil d'analyse des ingrédients, évidemment, cette amélioration, elle va fonctionner pour un projet, mais elle va fonctionner également pour tous les autres projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à rappeler. On a une documentation aussi qui est très importante, alors qui est encore un peu à mieux organiser. On a conscience qu'elle est un peu pléthorique, elle est très importante et c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Mais on a plus de 3000 pages sur notre wiki communautaire. On a une documentation technique, on a des tutoriels, on a des extraits de code disponibles à des fins, par exemple, d'analyse statistique ou autre. Il y a ce lien que vous aurez quand on vous enverra la présentation, ce petit guide de réutilisation de nos données qui liste à peu près une douzaine de méthodes techniques permettant de réutiliser facilement nos données, notamment dans un cadre scientifique. On a une API, donc au cas où vous ayez besoin de données en temps réel ou si vous avez besoin de l'historique d'un produit, vous pouvez passer par l'API qui va vous permettre d'obtenir ces données. Donc l'API, elle a un petit inconvénient, c'est que comme aujourd'hui, il y a plus de 200 applications mobiles à travers le monde qui utilisent l'API pour les biens de pour motoriser en fait leur application, c'est une API qui est très sollicitée.
Donc, on digère des dizaines de requêtes par seconde. Et donc, ça mobilise beaucoup nos serveurs. Et donc, on a dû mettre des limites qui fait que si par exemple, vous téléchargez des données via des API, ce n'est pas une bonne manière de faire. Vous allez très rapidement mettre nos serveurs à genoux et nous, on va vous bannir au bout d'un certain temps parce qu'on considère que vous consommez trop. Dans ces cas-là, il vaut mieux télécharger la base de données plutôt qu'utiliser l'API. On a des SDK, c'est-à-dire des composants logiciels tout prêts pour un nombre important de langages, Python, Dart, Perl, même du C. Je ne sais plus si on a quelque chose pour R. Il faudra qu'on vérifie. On a un dépôt pour R, oui. Voilà, donc là encore, sur le lien sur lequel vous pourrez cliquer, vous pourrez observer, enfin vous pourrez avoir des liens vers la totalité des dépôts où on a des SDK qui vont vous permettre de consommer plus facilement nos données. Et puis il y a également cet apprentissage automatique par intelligence artificielle pour compléter les données des contributeurs. Là encore, les modèles d'intelligence artificielle qu'on met en œuvre, ils sont disponibles en open source et ils permettent de faire tout un tas de choses, de la prédiction de catégories, par exemple. Depuis très peu de temps maintenant, on extrait les données du tableau nutritionnel. On fait également de la détection de logos, de la détection de labels, de la détection de marques. Quelques-unes de ces détections sont automatiquement appliquées parce qu'on a un pourcentage de confiance qui est vraiment très très important et la plupart des autres détections sont validées par des utilisateurs pour garantir une très bonne qualité. Alors une chose que j'ai oublié de dire, c'est que tous ces outils-là, on se rend compte que toute cette offre sur étagère, on se rend compte qu'elle n'est pas toujours facile à prendre en main. Et nous, on est toujours très heureux de répondre aux questions des chercheurs, de passer une heure avec vous pour vous écouter, écouter vos besoins, comprendre de quoi vous avez besoin, comprendre peut-être vous conseiller sur les bons outils à utiliser. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter ou nous solliciter quand c'est dans la limite de quelques heures sur la base d'une étude qui est très importante pour vous. Ça, c'est quelque chose qu'on fait facilement. Si c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes et qui demandent plus de temps, dans ces cas-là, on essaye de réfléchir ensemble à comment on peut aller chercher des financements pour le faire. Mais voilà, on est évidemment très ouvert à ça. Pierre, si tu veux bien. Et donc, un des derniers atouts de rejoindre un petit peu le programme Open Food Facts pour la science, ou du moins s'intéresser à la communauté Open Food Facts, bah, c'est de bénéficier du pouvoir de la communauté. Donc, on a un outil, Slack, où tout le monde se réunit pour échanger, avec un peu plus de 12 000 membres aujourd'hui. Donc on a en particulier le canal Science dans lequel se retrouvent toutes les personnes qui s'intéressent à la science. Donc ça vous permet d'échanger avec des pairs et de discuter de vos problématiques. On va aussi mettre en place des webinaires réguliers où on va inviter des chercheurs pour parler de leur projet et nous expliquer comment ils réutilisent Open Food Facts. Donc si dans la salle, certains d'entre vous sont déjà intéressés pour témoigner, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à la fin du webinaire. Ensuite, un autre avantage, donc on a un petit peu insisté déjà là-dessus, mais Open Food Facts est collaboratif. Et donc si vous publiez les données des produits que vous êtes en train d'étudier sur Open Food Facts, vous pouvez aussi bénéficier de l'effort de la communauté. Donc les contributeurs peuvent venir compléter, corriger, ajouter des photos. Et donc c'est une manière pour vous de collecter de la donnée sur les produits qui vous intéressent.
On a également les opérations spéciales. Donc ce qu'on appelle les opérations spéciales, c'est des moments où on va faire un petit peu de communication pour engager la communauté sur, une certaine catégorie de produits ou sur, des produits qui se trouvent dans une certaine, région ou pays. Et donc ça permet de collecter de la donnée de manière, assez intense. Donc en 2023 par exemple, on avait, le projet plein pot sur les emballages, qui voilà, en quelques mois, nous a permis de collecter, des données précises sur les emballages des produits, sur un peu plus de 12 000 références. Voilà, rapidement, on a pu, exploiter ces données, faire de la visualisation de données et tirer quelques conclusions, sur le sujet, emballage. Donc n'hésitez surtout pas à solliciter la communauté pour, l'organisation de ce genre d'opérations spéciales. Et puis la communauté est en général très friande, surtout quand elle sait que c'est pour la bonne cause et que leurs efforts vont servir à faire avancer la science, derrière. Donc jusqu'à présent, on vous a parlé un petit peu de tous les avantages, qu'il y a pour vous, mais il est aussi possible de contribuer en retour. Donc c'est vraiment tout le principe, de la philosophie, open au final. Mais vous pouvez aussi mettre la main à la pâte et enrichir la base de données. Donc tout simplement en ajoutant des produits, soit, via l'application mobile, via le site web, mais aussi via la plateforme pro qui permet, d'ajouter des produits de manière, un petit peu plus, massive avec notamment l'import de fichiers Excel. Vous pouvez aussi contribuer aux taxonomies. Donc on a, taxonomie des catégories, taxonomie des ingrédients, taxonomie des labels et maintenant des marques d'ailleurs. Donc c'est toujours, super précieux de pouvoir enrichir, ces dictionnaires. Une autre manière de contribuer, c'est de travailler avec des étudiants. Si jamais vous travaillez au sein d'universités et que vous avez l'opportunité de faire travailler des étudiants sur un projet pédagogique, c'est toujours une bonne idée de travailler sur Open Food Facts. Il est aussi possible d'organiser ce qu'on appelle une scan party. Donc là, c un petit peu sur le même principe, que l'opération spéciale. C'est en fait, un événement où on se retrouve à plusieurs pour, scanner des produits, ajouter de l'information ensemble. Donc idéalement, de manière conviviale, pour rendre la chose un petit peu fun. Mais ça aussi, ça a pas mal de succès. Ensuite, on est très friand d'avoir vos retours. Donc on est justement en train d'apporter une attention, toute particulière sur, cette relation qu'on est en train de construire avec, la communauté de chercheurs. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous raconter comment vous utilisez Open Food Facts. Si vous avez des difficultés, à la consultation de la documentation pour réutiliser les données, par exemple. N'hésitez pas non plus à, nous faire, part de votre usage, donc dans le formulaire que Charles vous présentera à la diapo suivante. Et donc voilà, de manière générale, tous vos retours sont précieux pour nous pour qu'on puisse s'améliorer. J'ajoute que la communauté Open Food Facts, les contributeurs notamment, ces milliers de contributeurs à travers le monde, ils sont vraiment très très fiers de participer à des projets scientifiques. Quand on lance une opération spéciale ou quand on fait une scan party qui a un objectif de recherche, ça rend les gens fiers quand même. On participe un peu à la science. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort qu'on peut vous apporter. Tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Et en plus, nous, on trouve que ça rapproche le grand public des chercheurs. Ça permet à des chercheurs aussi de raconter un peu mieux, de vulgariser leurs recherches. Enfin, c'est vraiment un gros avantage pour tout le monde. Pierre?
Merci. Voilà, donc une chose qu'on va bientôt mettre en œuvre, c'est un espèce de répertoire des études qui sont liées à Open Food Facts. Aujourd'hui, on a un tableau un peu abscon là, que vous voyez sur la partie gauche. Alors, on ne voit pas les écritures, mais vous devinez un peu les colonnes, hein, la date, le nom de l'article, les auteurs, etc., etc. Et on voudrait pouvoir en faire une présentation un peu habillée qui vous permette de vous rendre compte par thème quels sont les articles qui mentionnent ou surtout qui utilisent Open Food Facts. C'est ça qui va nous intéresser le plus. Manon a cité tout à l'heure ce chiffre de 38 articles dans lequel Open Food Facts joue un rôle qui est vraiment très important, mais il y a aussi plein d'autres articles où Open Food Facts joue un rôle, est une des sources, mais souvent une source quand même assez importante. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre. Ensuite, une chose, donc un message qui est vraiment aussi important pour tout le monde ici, c'est l'opportunité de rechercher des fonds ensemble. Nous, on souhaite qu'une chose, c'est améliorer la base de données et améliorer les outils, les données qu'on peut fournir aux scientifiques et aux autres publics. Si vous avez une problématique particulière, même si vous n'avez pas vous-même de financement, mais on peut aller chercher du financement ensemble. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà actuellement dans une demi-douzaine de projets. Donc, on les a listés là dans la petite boîte de gauche. Donc, par exemple, Divine Food, qui est un projet de recherche qui vise à identifier des légumineuses avec des propriétés particulières. Future, qui va s'intéresser à l'impact environnemental des produits. NutriSite, qui est un projet d'intelligence artificielle justement pour extraire le tableau nutritionnel donc automatiquement. Food Contact et Nutrinet Santé, voilà, qui sont d'autres projets avec les laboratoires de l'INSERM, de l'ERN, Gustave Roussy pour Utrans, Nutrinet Santé, également l'ERN. Tout ça, ce sont d'autres programmes un peu au long cours dans lesquels on est impliqué, dans lesquels les chercheurs ont eu la bonne idée de nous associer dès le départ et nous, on leur dit ce qu'on peut apporter de plus, notamment à l'existant. Et ce qui va leur permettre, eux, évidemment, de maximiser les résultats de leurs recherches, d'aller plus loin, éventuellement de creuser un angle particulier. Voilà, on peut vraiment faire des choses qui sont très diverses. Alors, ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore faites, mais qui sont des perspectives qu'on cherche également aussi à faire financer. Là, on vient de candidater, par exemple, à un programme européen qui s'appelle Oscar. On ne sait pas encore si on va être retenu, mais on souhaite adresser vraiment beaucoup plus précisément, beaucoup plus en profondeur les besoins des scientifiques. Et donc, pour ça, on souhaite déjà agir aux 4 niveaux de la chaîne en fait, de traitement des données. Donc, la collecte, la correction, l'enrichissement et l'extraction. Avec une petite faute d'orthographe là. Voilà, donc en amont, revoir le processus de collecte de données, peut-être, avoir des processus de collecte qui sont plus formalisés à des usages scientifiques. Par exemple, on regarde aussi ce qui se fait ailleurs. En termes de sciences citoyennes, il y a un projet qui est fantastique qui s'appelle SPIPOL, par exemple, pour l'observation des insectes, qui est réalisé par des citoyens et des chercheurs ensuite collectent ces masses de données pour étudier la répartition de certaines espèces d'insectes sur le territoire. Voilà, bon, ça c'est des choses auxquelles on peut réfléchir.
Également des fonctionnalités personnalisées dans l'application pour des besoins de recherche. Si à un moment donné, vous avez peut-être une question de recherche ou une donnée qui manque, on peut réfléchir ensemble à est-ce qu'on peut l'ajouter dans l'application. Le nettoyage de données, ça on y travaille déjà, mais on voudrait aller beaucoup plus loin. L'identification de données qui présentent des valeurs aberrantes ou exceptionnelles, ça on le fait un petit peu, mais pas assez. On le fait à travers notamment nos graphes. C'est-à-dire quand vous mettez dans vos données en graphe, bah, vous voyez tout de suite quelles sont les valeurs extrêmes et qui parfois peuvent révéler une erreur, mais pas toujours. Voilà, donc je ne vous les liste pas dans le détail, mais tout ça pour vous dire que on a encore beaucoup de travail qu'on voudrait mettre en œuvre pour améliorer notre relation à la recherche, pour améliorer notre aide à la recherche. On peut passer au suivant. Deux autres choses qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc, c'est un portail dédié pour les scientifiques qui va notamment réunir tous les outils qui existent ou qu'on va développer ces prochains mois à destination des scientifiques. Donc, une manière pour les scientifiques d'aborder le projet Open Food Facts qui est vraiment très gros. Hein. Donc, on comprend que parfois, vous soyez un peu perdu. Ben là, essayez de mieux vous guider pour gagner du temps et pour éviter de perdre du temps avec des choses qui ne vous intéressent pas. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, ça aussi, c'est un projet qu'on a depuis plusieurs années. Jusqu'à présent qu'on n'est pas arrivé à faire financer, mais c'est un projet de suivi de l'évolution des produits dans le temps. L'idée, donc, c'est de repérer notamment systématiquement les évolutions d'un produit. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, une telle catégorie de produits, petit à petit, a vu son sucre baisser, peut-être grâce à l'apparition d'un score, ou est-ce que les incitations sur les questions environnementales ont fait évoluer la composition de certaines catégories de produits, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on a à cœur de mener. On a déjà un projet qui est prêt, qui est rédigé. Aujourd'hui, on en recherche encore les financements. Et pour terminer sur les perspectives, donc quelques projets parallèles, notamment le projet Open Price, donc qui est un de nos premiers projets lancés vraiment exclusivement par la communauté et porté par la communauté, qui a été lancé l'an dernier et qui porte déjà des résultats très prometteurs. On a un peu plus de 100 000 points de données récoltés dans le monde entier. Vous pouvez voir sur la petite carte. Donc c'est assez impressionnant de voir l'engouement sur ce sujet. Et donc j'ai vu la question dans le chat, qu'est-ce que ces données vont nous permettre de faire? Donc déjà, jusqu'à présent, on a observé les effets de l'inflation sur quelques produits. Mais après, en termes d'usage, le futur nous le dira, un petit peu comme ça s'est passé avec Open Food Fact. C'est en mettant à disposition toutes ces données qu'ensuite on se rend compte des usages et de la valeur qu'elles apportent. 3 autres projets verticaux, rapidement, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Donc Open Beauty Facts, qui est une base de données sur les produits cosmétiques, crèmes solaires, produits de beauté, etc., qui comptabilise un peu plus de 54 000 produits aujourd'hui. Ensuite, cette année, on travaille énormément sur le projet Open Product Facts, donc pour tous les produits du quotidien. On pourra y voir un canard en plastique, une chaise, un appareil photo, tout ce qu'on peut imaginer qui ne soit pas de la nourriture. Et donc le projet Open Pet Food Facts pour l'alimentation animale, avec 14 000 produits. Donc voilà, ces projets sont encore à leur début, mais la logique reste la même, c'est de pouvoir apporter un maximum de transparence sur tous les produits de consommation, comme on a pu le faire pour Open Food Facts, et permettre à chacun de prendre les meilleures décisions d'achat. Et ces 4 projets sont vraiment en croissance très, très rapide. Donc, si vous les aviez regardés ne serait-ce qu'il y a 1 an, on vous invite vraiment à regarder parce que, par exemple, pour la cosmétique et Open Product Fact,
Là, on est à même plus de 1000 produits par jour. Ça croît vraiment très vite. Ok, donc peut-être qu'on risque de déborder un tout petit peu. Mais c'est l'heure de prendre les questions. Donc j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. N'hésitez pas à... On a répondu à une bonne partie au fil de l'eau, en vérité. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main si vous souhaitez poser des questions directement maintenant. Voilà. Sachant que pour les plus pressés ou les plus timides, on a bien évidemment le Slack d'Open Food Fact avec le canal Science, où du coup, il est possible de poser ces questions, même si vous en avez qui vous viennent dans une semaine ou deux. Voilà, c'est au fil de l'eau, on a la communauté, les experts de la communauté pour répondre à vos questions sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Je vois une question sur comment est calculé le green score. Alors, je vois, Gala, que tu as fourni le lien effectivement qui documente le Green Score. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est fondé sur l'analyse de cycle de vie des produits, enfin des ingrédients, qui est menée qui est menée dans la base Agribalise de l'ADEME, effectivement. Donc on se base sur cette base de données et ensuite on applique des pondérations en fonction d'un certain nombre de critères. Mais effectivement, il doit être documenté très précisément à l'adresse donnée. C'est essentiellement l'analyse de cycle de vie et pour individualiser les calculs au niveau du produit, on va ajouter des bonus et des malus, par exemple sur le mode de production, typiquement le bio, sur les emballages, et sur les origines des ingrédients et sur certains ingrédients controversés comme par exemple l'huile de palme. Voilà. Et il y a effectivement en parallèle un projet émergent qui est Ecobalise, donc dont la concertation est encore en cours, avec cette idée d'avoir un affichage environnemental obligatoire, ça a été voté dans la loi, face à vente du produit, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour le textile et de nombreux autres projets. Et ça, c'est quelque chose vraiment, comme pour le Nutri-Score, sur lequel on est vraiment engagé, de ne pas avoir besoin d'une appli mobile comme celle d'Open Food Fact pour pouvoir s'informer sur ce qu'on mange, et vraiment être, en tant que citoyen et citoyenne, totalement émancipé sur ces questions-là. Alors, sur la question des quantités consommées ou de la consommation en général, alors les quantités consommées, nous, on n'a pas d'informations, mais on a la portion indiquée par les fabricants, mais qui est souvent très indicative, hein. Les fabricants, ils mettent un peu ce qu'ils veulent, mais c'est quand même pas non plus complètement farfelu non plus. La consommation générale, on n'a pas la consommation, mais on a le nombre de scans des produits via l'application Open Food Facts. Et donc, on est capable de reconstituer à partir de là le top 10 000 des produits les plus scannés qui correspondent en fait grosso modo, nous on le pense, aux produits les plus consommés évidemment. Concernant les données de... Pardon. Avec quelques petits effets parfois, avec quelques petits biais. Par exemple, le Nutella est très scanné, peut-être pas parce qu'il est si consommé que ça. Alors, il est évidemment très consommé, mais aussi parce que tout le monde a envie de savoir tous les résultats qui sont liés au Nutella. Concernant les données de consommation, il y a 2 points. Il y a évidemment la célèbre cohorte Nutrinet Santé, qui du coup fait à très, très grande échelle des pointages de consommation sur des gens suivis au long cours. Et puis, on a un projet émergent, mais qui n'est pas encore scientifiquement représentatif, sur Open Price, où on a des paniers d'achat sous forme de tickets de caisse, mais ça reste pas exploitable scientifiquement parce que c'est pour le moment des contributeurs entre guillemets avancés d'Open Food Fact. Donc il y aura des biais méthodologiques conséquents
Donc, on vous recommande plutôt d'aller sur des données collectées voilà, avec des cohortes ou ce genre de choses pour le moment. Et on Manon, serait tu veux bien prendre la évidemment question? ravis de pouvoir participer à des projets sur sur ces thématiques-là. Tu veux prendre la question, Manon, sur les fabricants? Ouais, tout à fait. Alors, hop. Question de Gilles à 15 heures. Ouais, donc oui, on travaille avec les fabricants. Il y a quelques années, on a développé une plateforme spécifique pour eux, qui était d'ailleurs financée par Santé publique France. Donc cette plateforme permet donc l'import massif de données, notamment par le biais de fichiers Excel, mais aussi on peut se connecter par d'autres biais si le comment le la technique du fabricant le demande. Donc ils ont aussi des outils pour améliorer leurs produits sur cette plateforme. Comme l'a dit Charles au début de la présentation, on a aujourd'hui un petit peu plus de 350 fabricants qui, partagent volontairement les données, sur Open Food Facts. Pour d'ailleurs nombre d'entre eux, on a mis en place des connexions automatiques. Donc on reçoit des données, toutes les nuits, qui sont, automatisées. Est-ce que leur niveau de participation est mesurable ou a été mesuré? En termes de produits, depuis, la création de la plateforme, on a importé un petit peu plus de 120 000 produits, sur cette plateforme. Et donc quel est leur niveau de volontariat? Donc là, tout dépend. On sent quand même que, à partir d'un certain seuil, d'une taille de la base de données, dans un pays donné, ça influe beaucoup sur, la volonté des fabricants de participer. Donc par exemple, en France, on a largement atteint ce seuil et la majorité des fabricants viennent d'eux-mêmes, pour partager leurs données sur, le portail Open Food Facts. Dans certains autres pays, il y a un petit peu plus de travail en matière de conviction. Mais ce qui détermine souvent leur volonté à partager, c'est, la facilité d'accès à la donnée pour eux. Pour certains fabricants, cette donnée est éparpillée sur plusieurs systèmes d'information ou pas forcément, facilement, exportable, vers Open Food Facts, donc ça demande du travail. Donc là, il faut un petit peu plus discuter. Mais Et en complément, on notera le travail de Charles et de Manon, sur justement en collaboration avec 60 millions de consommateurs, sur ces questions justement de transparence des distributeurs. Donc c'est quelque chose qu'on commence à essayer, de quantifier, et qui est effectivement lié à leurs compétences techniques et puis aussi à des questions d'image. Certains distributeurs sont très sensibles, typiquement au packaging de leurs produits, donc il y a des moyens de les convaincre de sauter le pas. Pour donner quelques chiffres sur ce sujet, pour la France, les produits importés par des producteurs représentent 8,37% des produits totaux et ils représentent 20,66% des scans. Alors, ça s'explique parce que les producteurs qui nous envoient massivement leurs produits, ce sont beaucoup les distributeurs qui sont évidemment les producteurs de produits qui sont les plus vendus, puisqu'ils sont dans les rayons des distributeurs. Voilà, et donc on obtient 20% des produits scannés sont des produits qui ont été importés à partir de données producteurs. Alors, il ne faut pas croire cependant que ce sont des données de bien meilleure qualité que les données des contributeurs. Ça, c'est une chose qu'on a observée depuis maintenant de longues années. On le croyait ou on a voulu nous le faire croire aussi. L'industrie, à un moment donné, enfin certains dans l'industrie ont voulu faire croire que les données producteurs étaient de bien meilleure qualité que les données contribuées par Open Food Facts. Et en réalité, on observe à peu près les mêmes taux d'erreur chez les producteurs que chez les contributeurs de la base de données. Donc, on fait pareil avec les producteurs, c'est-à-dire que les producteurs, on va même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on leur demande, eux, de corriger leurs produits et on n'importe pas les produits, enfin, les produits venant de producteurs qui possèdent une erreur. On va prendre peut-être une dernière question,
Alors, il y a une dernière question sur les imports de produits venant de producteurs vers les restaurateurs. Mm. Donc effectivement, on a aussi des produits type métro et autres. Donc on ne sait pas quels restaurateurs vont acheter les produits, mais par contre, on recense aussi tout ce qui est restauration hors domicile, donc toutes les références à partir du moment où elles ont des codes barres. Ça, il n'y a pas de souci. À propos d'Ocali, là, la remarque sur Ocali, Ocali fait une chose quand même qui est très différente de nous. Ocali, c'est un observatoire qui travaille sur un nombre de produits limité. Donc, eux, ce sont des scientifiques. Ils ont la vocation à faire un observatoire avec des analyses sur la base donc d'un nombre de De quelques dizaines de catégories. milliers de produits. Mm. Nous, on a plus vocation à l'exhaustivité. Finalement, c'est un peu comme si vous compariez finalement IGN et OpenStreetMap, avec OpenStreetMap qui a une vocation très extensive à collecter beaucoup plus de données potentiellement que l'IGN, mais l'IGN, elle a une vocation de service public avec une mission qui est très cadrée. C'est pareil pour Ocali, donc ils ont une mission qui est très cadrée, un observatoire. Nous, en revanche, on peut aller beaucoup plus loin sur certains aspects, mais on n'est pas des scientifiques non plus, et on n'a pas la prétention, par exemple, de pouvoir devenir nous-mêmes un observatoire. Nous, éventuellement, on va fournir les données qui vont permettre la fabrication d'un observatoire, mais voilà, donc nos missions sont différentes. Voilà. Et puis aussi le fait qu'on a une vocation mondiale. Donc voilà, on va aller sur de nombreux pays autres que la France également. Voilà. Alors Yann, c'est une question intéressante, là, comment faire de la recherche exclusivement sur ces produits non grand public. Alors, il y a une possibilité, c'est de faire une recherche sur les produits qui sont pas ou peu scannés. Ça, c'est une possibilité. Il y a effectivement aussi la possibilité de filtrer par marque ou voilà. Enfin, il y a des possibilités en tout cas. Si vous voulez, on peut en discuter. Je pense que c'est surtout la restauration hors domicile. C'est une question, c'est la suite de la question précédente sur la restauration hors domicile. Ah, d'accord. Donc, c'est plus une approche. Il faudrait faire une ontologie de marques spécifiques à la restauration hors domicile et faire un sous-ensemble de la base probablement à ce sujet. Est-ce que ça vaut le coup de mentionner l'outil Folksonomy Engine, peut-être aussi, qui est un outil en fait qui permet à chacun d'ajouter de nouvelles propriétés sur les fiches produits. Donc on peut imaginer. C'est un moteur d'annotation qui vous permet effectivement de mieux qualifier des produits. Donc typiquement, si vous avez des produits, si vous voulez établir des listes de produits spécifiques qui sont importantes pour votre recherche, vous avez la possibilité d'ajouter des annotations sur les produits. Donc typiquement, effectivement, les personnages de cartoon sur les céréales du petit déjeuner. Ça peut être vraiment n'importe quelle thématique, évidemment, dans les limites du raisonnable et du légal. Mais voilà, c'est un outil assez puissant et qui vous permet de faire passer la donnée d'Open Food Fact, entre guillemets, au carré de vos thématiques de recherche. Voilà. Alors peut-être pour conclure, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, essayez de nous embarquer le plus tôt possible dans vos recherches. Comme ça, nous, on peut vous donner des pistes, on saura vous dire aussi ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Voilà, on est aussi quand même très modeste sur ce qu'on peut apporter. Voilà, mais en tout cas, nous, on est très heureux de participer à la recherche, de participer à la science. C'est quelque chose qui nous mobilise beaucoup et nous rend fiers et rend fière la communauté Open Food Facts. Manon, si tu veux conclure peut-être un petit mot.
Ouais, merci à tous pour votre présence et votre temps. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement maintenant, Pierre. Puis comme on l'a déjà dit, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de journée tout le monde.